Aujourd'hui, nous allons évoquer les opérations militaires en Afrique durant la Première Guerre mondiale. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la quasi-totalité de l'Afrique est colonisée. Des belligérants des deux camps y possèdent des territoires. Du côté des Alliés, le Royaume-Uni et la France possèdent les plus grands empires coloniaux, auxquels il faut ajouter les colonies de la Belgique, mais aussi de l'Italie et du Portugal, qui entrent en guerre plus tardivement. De son côté, l'Allemagne possède plusieurs colonies isolées les unes des autres. Enfin, l'Empire ottoman rêve de rétablir son autorité sur les provinces perdues d'Afrique du Nord. Il est donc logique qu'en 1914, les empires s'affrontent sur le continent africain. Mais quels sont les enjeux concrets ? L'Allemagne voudrait étendre son empire en Afrique centrale. Mais elle est en position de faiblesse et subit un blocus naval. Cela l'oblige à adopter une stratégie défensive, résister le plus longtemps possible pour détourner les forces ennemies loin des fronts européens. Les Alliés, eux, cherchent à agrandir leurs empires, affaiblir et désorganiser la puissance allemande et s'emparer des ressources de ses colonies. Voilà pourquoi ce continent devient un théâtre d'opérations secondaires du conflit. Au début de la guerre, des révoltes éclatent dans les colonies des Alliés, et cela profite à leurs ennemis. En Afrique du Sud, les Afrikaners se révoltent contre le pouvoir britannique. Malgré le soutien que leur apporte l'Allemagne, les insurgés sont rapidement écrasés. Cette révolte retarde toutefois l'intervention sud-africaine contre les colonies allemandes. En Afrique du Nord, l'Allemagne et l'Empire ottoman tentent sans succès de soulever les Égyptiens contre les Britanniques. Ils échouent aussi à s'emparer du canal de Suez. En revanche, en Libye, ils s'associent à la révolte des Sénoussis, une confrérie qui lutte depuis des années contre la colonisation italienne. Ravitaillés par des sous-marins allemands et encadrés par des officiers turcs, les Sénoussis attaquent l'Égypte britannique, s'opposent aux forces italiennes et menacent la Tunisie française. Les Alliés finissent par les repousser dans le Sahara, sans toutefois éliminer totalement la menace avant la fin de la guerre. Évoquons maintenant les combats en Afrique subsaharienne. La campagne du Togo est la première et la plus brève de ces campagnes. En à peine un mois, la colonie allemande est conquise par les troupes françaises et britanniques, qui la prennent en étau. Début 1915, les troupes sud-africaines et britanniques envahissent l'Afrique du Sud-Ouest allemand. Pour cela, les troupes de cavalerie ont dû traverser le désert du Namib. Des débarquements sont aussi organisés sur les côtes. Malgré les difficultés logistiques, la capitale Windhoek est rapidement prise et les dernières forces allemandes capitulent en juillet 1915. Au Cameroun, les Alliés connaissent plus de difficultés. Malgré leur supériorité numérique, les troupes françaises, britanniques et belges mettent plus de 15 mois à conquérir le territoire. Les forces allemandes se replient dans les montagnes où elles parviennent à défendre leur position. Ce n'est qu'en février 1916, après des mois de manœuvres et de combats, que les dernières forces allemandes se rendent ou bien fuient vers les territoires espagnols voisins. C'est en Afrique de l'Est qu'eut lieu la campagne la plus longue et la plus complexe. Les Britanniques, appuyés par des troupes belges, tentent de s'emparer de l'Afrique orientale allemande, un territoire qui correspond aux actuels Tanzanie, Rwanda et Burundi. Un premier débarquement a lieu le 2 novembre 1914, mobilisant des milliers de soldats anglo-indiens. Et c'est un échec complet. Pour conquérir la colonie allemande, défendue par 18 000 hommes, les Alliés ont dû mobiliser jusqu'à 250 000 soldats. En effet, le commandant allemand, Paul von Lettow-Vorbeck, donne du fil à retordre aux états-majors alliés en menant une remarquable campagne de guérilla. Insaisissable, il utilise le terrain à son avantage pour organiser le harcèlement des positions ennemies et gêner leur avancée. Il ne parvient cependant pas à empêcher la conquête de la colonie en 1917. Mais il continue le combat en envahissant l'Afrique de l'Est portugaise, puis la Rhodésie, forçant les Alliés à le poursuivre sur des milliers de kilomètres. Toujours resté invaincu,
Von Lettow-Vorbeck ne se rend que le 25 novembre 1918, après avoir reçu la nouvelle de l'armistice. Les campagnes d'Afrique peuvent donc se résumer à un affrontement entre puissances européennes. Pourtant, elles ont aussi les caractéristiques de guerre coloniale. Pour renforcer les armées, des colons européens voulant défendre leur territoire se portent volontaires. Mais la majorité des troupes est en réalité composée de soldats recrutés parmi les colonisés. Les Askaris, des soldats d'Afrique centrale, composent le gros des effectifs allemands. Ils sont aussi mobilisés dans les bataillons britanniques des King's African Rifles. Des soldats indiens et des tirailleurs sénégalais complètent les troupes britanniques et françaises. Évidemment, le commandement reste aux mains d'officiers européens. Les troupes coloniales sont parfois recrutées de force. Elles sont mal équipées, envoyées combattre loin de leur territoire d'origine, et elles permettent aux belligérants de ne pas dégarnir les fronts européens qui restent prioritaires. Rappelons aussi que des centaines de milliers de soldats africains sont en même temps envoyés en Europe et au Proche-Orient pour renforcer les troupes alliées. Il faut également mentionner toutes les forces humaines recrutées parmi les indigènes, comme on les appelait, en particulier les porteurs de matériel, extrêmement nombreux. Pour la campagne d'Afrique de l'Est, ils sont plus d'1 million à avoir été mobilisés, parfois de force eux aussi. Les pertes humaines sont difficiles à estimer, mais elles se comptent en dizaines de milliers de militaires morts dans chaque camp. Il y a les victimes des combats, mais aussi les nombreux décès dus aux maladies endémiques de ces régions, comme la malaria. Et c'est sans compter les très nombreuses victimes parmi les porteurs et les porteuses qui payent un lourd tribut. Dans les régions touchées par les réquisitions de main-d'œuvre et de ressources alimentaires, des famines éclatent. On compte ainsi plus de 350 000 morts civiles en Afrique de l'Est. Les campagnes africaines apparaissent donc comme des opérations secondaires de la Première Guerre mondiale. La plupart prennent la forme d'invasions rapides, rien à voir avec la boucherie des tranchées sur les fronts européens. Néanmoins, le nombre de victimes nous rappelle que l'Afrique a aussi été touchée par les ravages de la guerre, une guerre causée par les puissances coloniales. De plus, ces opérations ont eu des conséquences importantes. Avec le traité de Versailles, les puissances alliées imposent à l'Allemagne vaincue l'annexion de toutes ses colonies. D'autre part, la participation des colonisés à l'effort de guerre, en Europe et en Afrique, a renforcé les revendications nationalistes dans les colonies, prélude aux mouvements indépendantistes. D'autant que la victoire des Alliés ne s'est accompagnée d'aucune contrepartie en faveur des colonisés. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules.